Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, veuillez maintenant accueillir la nouvelle présidente. Ce n'est pas moi. C'est elle. Yilma, source d'une vie meilleure. Véritable source de vitalité, Yilma est une eau minérale naturelle et pure, soigneusement extraite des profondeurs des nappes aquifères saines et naturelles protégées de Koubri. Yilma est traitée rigoureusement en respect des normes internationales d'hygiène et de sécurité dans nos laboratoires ultra performants pour vous garantir une eau minérale de qualité irréprochable. Yilma est disponible en format de 1,5 litres, 0,5 litres et 0,24 litres dans toutes les boutiques. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre Santé Mag. Au menu ce soir, le paludisme. Le paludisme est une maladie grave, potentiellement mortelle, transmise par la piqûre des moustiques et plus précisément l'anophèle femelle. Il tue une personne toutes les 30 secondes à travers le monde. Le paludisme est très répandu dans les zones tropicales et particulièrement en Afrique, un continent qui enregistre 198 millions de victimes par an, avec 90% de décès dont la majorité reste les enfants de moins de 5 ans. Au Burkina Faso, le paludisme constitue un problème majeur de santé publique de par son ampleur et sa gravité. Il demeure le principal motif de consultation, d'hospitalisation et de décès dans les formations sanitaires. Et pour en parler, je reçois pour vous Dr Yacouba Nombré, médecin de santé publique responsable prise en charge et prévention médicamenteuse au programme national de lutte contre le paludisme PNLP. Docteur Chantal Zungrana. Docteur Zungrana est pédiatre, chef de service des urgences pédiatriques au CHU Algado Ouedraogo. Avec nous également sur ce plateau, Dr Clotaire Yen. Dr Yen est gynécologue obstétricien au centre hospitalo-universitaire Blaise Compaoré. Et puis, Dr Moussa Guelbego. Dr Guelbego est entomologiste médical chercheur au Centre national de recherche et de formation sur le paludisme, CNRFP. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Et bienvenue sur ce plateau. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre et participer à votre émission en appelant au 25 40 79 03. Docteur Nombré, peut-on dire que le paludisme est un problème de santé publique au Burkina Faso? Merci bien, Madame Dao. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir échanger sur les questions du paludisme dans notre pays, surtout dans cette zone de haute transmission. Je veux dire d'emblée que le paludisme reste et demeure vraiment un véritable problème de santé publique dans notre pays. Et selon les statistiques, l'annuaire statistique que nous avons élaboré et validé, il ressort encore que le paludisme reste un véritable problème de santé publique. En témoignent un peu certains chiffres. Quand vous prenez les consultations, le paludisme représente près de 45,7%. Vous prenez l'hospitalisation, vous avez autour de près de 23,1%. Et encore des décès, vous avez des chiffres qui avoisinent un peu les 20%. Donc, c'est-à-dire que c'est un problème assez sérieux. Je vais m'attarder un peu sur les décès, les cas de décès. Parce qu'il faut dire, quand on parle de létalité du paludisme, c'est surtout le nombre de cas de paludisme que nous avons recensés. Et parmi ces cas qui ont été recensés, combien sont décédés? Donc voilà un peu ce que je voulais dire pour un peu planter le décor par rapport un peu à la question de si c'est un problème de santé publique ou pas. Docteur Guelbego, comment se transmet le paludisme? Merci madame, merci encore pour l'opportunité que vous nous offrez de venir encore sur le plateau
de la TNB pour parler des maladies à transmission vectorielle. Avant tout propos, je voudrais dire bonsoir à tous les téléspectateurs et faire un coucou aux chercheurs du Centre national de recherche et de formation sur le paludisme qui, chaque jour, travaillent pour apporter donc des éléments, des solutions pour améliorer la lutte contre le paludisme au Burkina Faso. Pour revenir à votre question, comment se transmet le paludisme? Allez-y. Le paludisme est dû à un parasite qu'on appelle le plasmodium. Et ce plasmodium est inoculé à l'homme par la piqûre d'une femelle de moustique qu'on appelle Anopheles. Dit de la sorte, c'est comme si le moustique, la femelle, est une seringue volante qui passe et inocule le plasmodium d'un individu à un autre. C'est tout un tas de processus. Pour qu'on comprenne, je vais essayer donc d'aller dans les détails. Partons d'un point T où le... Schématiser afin que les populations puissent bien comprendre. Oui. Des exemples Alors, pratiques. on sait que le moustique se reproduit dans l'eau, dans les flaques d'eau, les retenues d'eau. Une fois que la femelle émerge de l'eau, son premier réflexe, c'est de s'accoupler. La femelle s'accouple une seule fois dans la vie. Après l'accouplement, elle a besoin de prendre du sang pour la maturation des œufs pour la ponte. C'est en ce moment qu'elle part à la recherche d'un repas sanguin. S'il se trouve que ce repas, la personne sur laquelle la femelle va aller se nourrir, héberge les parasites du plasmodium, le moustique, en prenant le sang, prend également les parasites. Ces parasites vont se multiplier dans le corps du moustique et en milliers, et ces parasites vont migrer pour aller se stocker dans les glandes salivaires. Lors d'un autre repas sanguin, le moustique, en piquant l'homme, va inoculer donc ces parasites, et ces parasites vont aller attaquer donc le foie d'abord de l'homme, se multiplier, ensuite attaquer donc les cellules sanguines, ce qu'on appelle les globules rouges, les éclater, et en ce moment, vous allez sentir donc les symptômes donc, de la maladie. D'accord. Quelle est la situation épidémiologique du paludisme en 2017, Dr Nombri? Avant de parler de la situation épidémiologique dans notre pays, je voulais dire que dans le monde même d'abord, les chiffres que nous avons en 2015 notent que nous avons enregistré près de 212 millions de cas de paludisme. Mais malheureusement, parmi ces 212 millions, nous avons pu enregistrer 429 000 cas de décès. C'est quand même des chiffres assez énormes. Pour revenir à votre question, en 2016, l'année 2016, nous avons enregistré autour de plus de 8 200 000 cas de paludisme. De façon plus spécifique, de janvier à juin 2017 actuellement, nous avons enregistré autour de près de 3 millions de cas. 3 millions de cas de paludisme et la femme enceinte autour de 180 000 cas. Alors, je voulais dire aussi que les décès que nous avons enregistrés pendant cette période-là sont autour de 1427 cas. Vous voyez que c'est des chiffres qui sont assez alarmants, c'est des chiffres qui sont assez inquiétants. Alors, on se pose la question de savoir un peu qu'est-ce qui peut expliquer un peu cette évolution exponentielle des cas dans notre pays. L'un dans l'autre, on peut expliquer ça par le fait que d'abord que nous avons mis en place une politique de gratuité. Cette politique de gratuité depuis 2016 qui fait que la barrière financière et la barrière géographique est du coup levée. Donc les gens viennent massivement au niveau donc, de formation sanitaire, surtout pour les enfants de moins de 5 ans et puis les femmes enceintes. Deuxième explication, ça peut être lié au fait qu'il y a une amélioration du diagnostic. Les agents de santé ont bénéficié d'un certain nombre de formations, les capacités ont été renforcées, donc ils sont mieux outillés pour pouvoir donc poser le diagnostic, même les cas qui étaient cachés, dans la mesure où il y a un certain bagage intellectuel, ils peuvent nous poser donc ce diagnostic-là. Donc voilà un peu certaines ces étiologies qui peuvent expliquer un peu ces chiffres qui sont un peu élevés. Alors je continue en disant Mais je pense que normalement les chiffres devraient être moins élevés, surtout au niveau des cas de décès.
Oui, en fonction des différentes stratégies que nous avons mises en place dans notre pays, les chiffres devaient être revus à la baisse, mais je pense que nous allons revenir par rapport à ça. J'ajoute que si on rapporte ces cas à la population, parce que toute la population du Burkina est quasiment à risque, vous avez une incidence de près de 232 cas pour 1000 habitants. Ça veut dire quoi? L'incidence, c'est les nouveaux cas. Si vous prenez une population à risque au Burkina, 1000 habitants, dans l'année, vous avez 232 cas, et qui varient donc selon les différentes régions. Donc voilà un peu ces chiffres qui sont inquiétants, mais je pense que nous allons prendre toutes les mesures pour pouvoir essayer de trouver des solutions à ces problèmes-là. Revenons sur le cas de la femme enceinte. Docteur Yen, quelle est la particularité du paludisme chez la femme enceinte? Merci de nous avoir invités pour participer à ce panel sur le paludisme et surtout aborder ce qui nous concerne, la particularité qui est la femme enceinte, qui est une cible vulnérable en matière de palud. Alors, pour parler de paludisme et grossesse, nous allons d'abord dire que c'est la survenue d'une infection de palud chez une femme enceinte. Ça, c'est un premier cas. Ou bien la survenue de grossesse chez une femme déjà infectée. Alors, ces deux situations vont faire que la pathologie du paludisme va cohabiter avec la grossesse, qui est aussi une situation. Alors, il faut dire que, comme le docteur Nombré vient de le signaler, le paludisme existe dans des zones d'endémie. Je dirais que cette endémicité, l'Afrique tropicale, c'est-à-dire au sud du Sahara, est dans cette zone-là. Dans cette zone de l'Afrique, il y a environ 30 à 40 millions de grossesses attendues par an. Alors, si vous prenez la zone tropicale seule, où le taux de prévalence du palud est élevé, il y a environ 25 millions de grossesses qui sont attendues par an. Alors donc, sur ces 25 millions, il y aura environ 6 millions de grossesses qui vont cohabiter avec le palud. 6 millions. 6 millions de grossesses, de femmes enceintes vont atteindre le paludisme. Et sur ces 6 millions, il y aura environ 10 000 décès. C'est-à-dire 10 000 femmes enceintes qui vont décéder du fait du paludisme. Il y aura aussi environ 100 000 grossesses qui ne vont pas se terminer parce qu'il y a mort fétale, soit dans le ventre de la maman avant l'accouchement ou juste au moment de l'accouchement. Vous voyez que c'est important. Et ensuite, il y aura environ 150 000 bébés qui vont naître avec un poids très bas du fait de l'infection due au paludisme. Au Burkina, les statistiques donnent en 2016 environ 1 60 000 grossesses attendues. Cette année, en 2017, ce chiffre va être majoré. Et si vous prenez ces femmes enceintes qui sont attendues au Burkina, il y aura probablement l'association entre le paludisme et la grossesse. Et cette association est responsable d'une augmentation de la morbidité maternelle et de la morbidité fœtale. Alors, il y a un aspect qu'il faut souligner. Il faut savoir que une femme enceinte qui prend sa première grossesse a une vulnérabilité de 60% devant le palud. Et à sa deuxième grossesse, cette vulnérabilité va descendre à 39%. Dès qu'elle dépasse 3 grossesses en allant, la vulnérabilité encore descend à 20%. Ça veut dire que plus la femme va prendre des grossesses, elle va développer plus de résistance au paludisme. Voilà. Mais pourquoi la grossesse est un facteur vulnérable? C'est parce que la grossesse entraîne une baisse de l'immunité de la femme. C'est-à-dire que son système de défense va baisser, surtout à partir du 4e mois de la grossesse. Et en baissant
vous voyez que la femme est faible et réagit moins à la défense. L'autre aspect, c'est que le placenta qui est chargé de nourrir le bébé, c'est un nid qui va séquestrer les germes du paludisme. Et en séquestrant ces germes du paludisme, va être un facteur d'infection pour le bébé. Donc vous voyez que la grossesse va favoriser la survenue d'abord du paludisme et en même temps va augmenter la sévérité de l'infection chez la femme enceinte. D'accord. Un autre sujet vulnérable, l'enfant. Docteur Zungrana, le paludisme chez l'enfant. Merci madame. Alors, effectivement, l'enfant est un des sujets vulnérables effectivement du paludisme parce que sur le plan des symptômes, il va présenter la forme grave. Voilà, c'est lui qui est le plus sujet à la forme grave, du fait donc, comme le docteur Yen l'a dit, de la baisse de la vulnérabilité donc chez l'enfant, du fait qu'il a des anticorps qui passent donc de la maman à l'enfant, et à partir de 6 mois, dès que la diversification commence, ce taux des anticorps protecteurs donc, de la maman va baisser, et donc l'enfant perd son immunité jusqu'à pouvoir le reprendre après les 5 ans en faisant différentes maladies et pouvoir acquérir donc ses propres anticorps. Donc l'autre particularité aussi de l'enfant, il en a effectivement un peu parlé, c'est justement le palu chez le nouveau-né, parce que ça existe et qui se transmet effectivement de la mère à l'enfant par le placenta. Voilà, c'est les deux particularités. Docteur Nombre, quelles sont les régions les plus touchées dans notre pays par le paludisme au jour d'aujourd'hui? Alors, il faut dire que les chiffres que nous communiquons ici sont l'œuvre un peu des infirmiers qui sont au niveau des différentes structures. Et je voulais pour les dire grand merci pour l'effort qu'ils fournissent pour nous donner un peu ces données-là de façon hebdomadaire. Pour revenir à votre question, il faut dire que tout le Burkina est à risque et toutes les régions du Burkina sont touchées. Mais les zones où il y a la zone où l'incidence reste encore élevée, c'est la région du sud-ouest, probablement liée peut-être à cette forte pluviométrie. La région du Sahel, bien qu'il n'enregistre pas beaucoup de cas, malheureusement cette région du Sahel enregistre beaucoup de cas de décès. Alors, on peut se poser la question, pourquoi le Sahel enregistre beaucoup de cas de décès? Une des explications serait liée au fait que la plupart des populations ont recours de façon tardivement au niveau des formations sanitaires. Et vous savez, dans nos stratégies, les différentes cibles, vous l'avez dit tantôt, c'est les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Le centre hospitalier universitaire Souro-Sano enregistre en cette période de l'année son plus tôt fort de consultation et d'hospitalisation liées au paludisme. La proportion, selon les chiffres, est à la hausse comparativement à l'année précédente. Même si la prise en charge se passe normalement avec les adultes, on note malheureusement des cas de décès chez les enfants. Betty Biednao, Mireille Carole Tougma pour le reportage. Nous sommes au mois d'août, un mois qui fait partie de la période de haute transmission du paludisme. C'est cette période de juin à octobre-là, ce sont ces périodes-là qui concentrent le maximum de cas. Nous enregistrons pratiquement près de 80% de nos cas dans cette période-là de juin à octobre. Cette année 2017 revêt une particularité. Le nombre de cas enregistrés est déjà à la hausse comparativement à l'année dernière. Concernant 2017, pour les 6 premiers mois, nous avons observé 2038 cas, avec 144 décès. Alors, quand on le compare avec la même période en 2016, nous étions à 1956 cas, soit 69 décès. Donc, vous verrez qu'il y a une augmentation en 2017 de 82 cas, soit une augmentation à peu près de 4,19% des cas. Le fort taux de létalité est dû à la mortalité infantile de suite de paludisme. La situation chez les adultes est moins dramatique. Parlant de paludisme chez les adultes, moi, ici, adultes, c'est puisque au service des urgences médicales, nous recevons les patients au-delà de 16 ans. Voilà. Donc, comparativement à la pédiatrie, nous recevons moins de cas de paludisme. Pas forcément parce que les adultes ne font pas de palu, mais comme ici c'est un CHU, c'est le dernier niveau de soins, donc c'est
normalement uniquement les cas vraiment graves qu'on nous réfère. Secondo, chez l'adulte, les cas de palu grave sont assez rares. Le grand défi reste donc de protéger les enfants contre cette pathologie. Beaucoup d'efforts sont faits, mais au vu des réalités sur le terrain, le chemin semble encore long. C'est fini. La saison des pluies est une période propice au paludisme. Au centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle, la situation est préoccupante car beaucoup d'enfants souffrant de paludisme sont reçus chaque jour, parmi lesquels des cas difficiles. Conséquence, des décès sont enregistrés. Le reportage de Konsoun Koulibaly et Lazare Pouya. 1er août 2017, nous sommes dans l'enceinte du centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle. Les va-et-vient de ces hommes et femmes témoignent de leur détermination à sauver leurs enfants souffrant du paludisme. Aux urgences pédiatriques, les agents de santé sont à pied d'œuvre pour aider les tout-petits à retrouver la santé. Pour la situation actuelle, au niveau des CHU pédiatriques Charles de Gaulle, bien sûr il y a des cas, mais ce n'est pas le pic pour le moment. Mais nous nous préparons à cela, puisque c'est vraiment cyclique. On constate que vers le mois d'août, septembre, octobre, et nous sommes souvent, je peux dire, un peu débordés, parce qu'il y a beaucoup de cas. Alors, sur le plan des données, ce que nous avons constaté, si on se fie à nos rapports, à nos données statistiques de l'hôpital, en 2016, nous avons constaté que sur 6485 patients hospitalisés dans le service, il y a eu 429 cas de paludisme grave, ce qui représente 6,61% des hospitalisations. Donc, en termes simples et clairs, ça veut dire 6 patients sur 100 hospitalisés. Bon, ce sont des chiffres qui peuvent nous encourager en se disant que ce qui se fait dans le domaine de la prévention, de la prise en charge du paludisme, porte progressivement ses fruits, mais ça ne doit pas nous amener à baisser les bras. Même si on constate une baisse progressive de ces cas de paludisme grave qui sont reçus au niveau des CHU pédiatriques Charles de Gaulle, selon les données toujours, on constate que la mortalité de ces cas de paludisme grave reste toujours élevée. Alors donc, sur 100 patients qui ont un cas de paludisme grave, il y a environ 7 ou 8 malheureusement qui décèdent. Maladie endémique au Burkina Faso, le paludisme sévit dans notre pays presque à tout moment de l'année. Avec l'installation de la saison pluvieuse, on remarque une recrudescence des cas du paludisme dans les formations sanitaires. Malheureusement, les populations arrivent le plus souvent tard dans les formations sanitaires. Le recours est assez tardif. Et quelquefois, certains arrivent même décédés, malheureusement, aux urgences. Ils arrivent, le personnel n'a pas le temps d'administrer quoi que ce soit, donc l'enfant, malheureusement, décède. Certains arrivent également avec beaucoup de complications, donc beaucoup de signes de gravité. Les enfants arrivent quelquefois en convulsant, en faisant des crises convulsives. Donc, en termes souvent simples dans la population, dans certaines régions, on dit « Ah, l'oiseau l'a attrapé ». Donc, il y a une révulsion oculaire donc, qui fait des crises. Donc, ce sont des signes en tout cas de gravité. Certains arrivent avec des troubles de la conscience. Ils sont inconscients. Donc, ils sont dans le coma. Il y a d'autres qui arrivent avec une pâleur. Ils sont tout pâles. Quand on regarde la paume, la plante des pieds de l'enfant, tout est blanc. Comme Fatimata, elle est arrivée avec sa fille de 11 mois souffrant de paludisme dans un état endémique. Mon enfant de 11 mois fait la diarrhée et vomit. Je l'ai amené dans une formation sanitaire et les agents de santé ont pu faire arrêter la diarrhée et le vomissement. Puis, ils ont dit que mon enfant est anémié et ils nous ont référés ici. Depuis notre arrivée il y a 2 jours, l'enfant a été transfusé et maintenant il y a du mieux. Elle n'a plus rien.
Face à cette situation et à l'urgence du moment, les spécialistes de la santé recommandent entre autres de dormir sous moustiquaire imprégné d'insecticides à longue durée d'action et d'assainir le cadre de vie. L'assainissement. Je pense qu'on ne cesserait de parler de l'environnement, de l'assainissement qu'il faut faire. Ce qui interpelle nous tous, à l'endroit de la population, c'est la protection individuelle. La protection individuelle. Nous conseillons que les parents puissent, pendant cette période-là, habiller les enfants de telle sorte que les jambes, les membres supérieurs, tout le corps, bien sûr, soit protégé. Dormir sous moustiquaire imprégné. Au regard de tout ce qui est dit, l'urgence du moment reste le don de sang qui manque cruellement dans les formations sanitaires pour sauver des vies. Docteur Zungrana, dites-nous quelles sont les formes les plus fréquentes du paludisme et dites-nous quels sont les symptômes du palu en fonction de la clinique. Alors, merci bien. Donc, il faut savoir quand même que c'est le paludisme simple qui est le plus fréquent. Même si chez l'enfant, on rencontre des cas graves, le paludisme simple est quand même le plus fréquent. Alors, les symptômes, pour parler de l'enfant particulièrement, en fonction de la forme clinique, le paludisme simple, comme a dit la maman dans le reportage, chez l'enfant va se manifester donc par la fièvre et aussi des troubles digestifs. Ça, c'est très patent chez l'enfant, les nausées, les vomissements, la diarrhée. Voilà. Et d'autres signes généraux qui vont s'exprimer en fonction de l'âge de l'enfant, comme chez l'adulte, par exemple les malaises, les courbatures, les céphalées. Ça, c'est en fonction de l'âge de l'enfant. Mais ce qu'il faut retenir chez l'enfant, c'est les troubles digestifs, ça c'est au premier plan, et la fièvre. Maintenant, pour le paludisme grave, donc chez l'enfant, en plus donc d'avoir la fièvre et qu'on ait découvert donc le germe du palu dans le sang, il faut savoir qu'il y a des signes de gravité qui sont cliniques, que les parents peuvent reconnaître, et des signes biologiques. Bon, je ne vais pas étayer les signes biologiques, parce que ça, c'est dans les formations sanitaires que ça se voit. Mais effectivement, les signes de gravité que les parents peuvent constater, c'est d'abord la prostration. La prostration, c'est quoi? C'est un enfant qui est incapable de s'asseoir, qui est incapable de manger, incapable de boire. Vous avez aussi les troubles neurologiques dont on a parlé, donc les comas. Donc dès qu'il y a une perte de contact avec l'entourage, l'enfant est dans le coma, c'est un signe de gravité. Il y a les convulsions répétées, donc ce fameux lui-là, où on va faire des scarifications en disant que c'est autre chose, alors que c'est un palu grave. Voilà. Il y a l'anémie, donc la pâleur sévère, effectivement, qu'on peut constater sur la paume des mains et la plante des pieds. Il y a aussi l'ictère, communément appelée la jaunisse. Donc, et là, malheureusement, la population réagit autrement en disant qu'il ne faut pas piquer, donc on va chercher autre chose, alors que ce sont des signes de palu grave. Donc, un autre signe aussi dont on ne fait pas trop attention, c'est l'hémoglobinurie. On appelle ça l'hémoglobinurie, mais c'est le fait de faire des urines sombres, des urines foncées, ou couleur café, couleur Coca-Cola. Ça, il faut savoir aussi, pour que les parents sachent que c'est un signe de gravité, de paludisme. Voilà. Il y a aussi le fait que l'oligoanurie, c'est quand l'enfant qui ne pisse pratiquement pas, quand les pagnes sont pratiquement pas mouillées, ou qui ne pisse pas du tout. Donc ça, c'est aussi des signes de gravité. Alors, chez les enfants beaucoup plus petits, ceux dont on parle de 0 à 5 ans, on parle communément des signes de danger. Donc les signes de danger, ça aussi, il faut les connaître. Donc un enfant qui vomit tout ce qu'il prend, on dit vomit tout ce qu'il prend, qui a des convulsions ou qui a eu des antécédents de convulsions, ça veut dire qu'un jour il s'est levé, il a convulsé, mais après, bon, ça va. Ce sont des signes de danger. L'autre signe de danger, c'est la léthargie ou l'inconscience, et puis la prostration. Donc ces signes de danger, là, chez les enfants de moins de 5 ans, sont considérés comme étant des signes de palu grave. Okay. Docteur Yen, quelles sont les formes les plus fréquentes du paludisme chez la femme enceinte? Comme l'a dit le docteur Zungrana, effectivement, on retrouve pratiquement les mêmes formes, c'est-à-dire le paludisme, le palu simple et puis le palu grave. Mais ce qu'on note souvent chez les femmes enceintes, il y a des formes asymptomatiques. C'est-à-dire la femme enceinte a bien sûr les germes qui sont séquestrés dans son organisme, mais apparemment ne fait aucun signe. Donc ces formes-là existent. L'autre forme que l'on rencontre avec la grossesse, c'est parfois l'association de trois situations. La grossesse,
le paludisme et le VIH. Dans ces situations, il y a une aggravation des signes, et une aggravation des complications, aussi bien pour la mère et pour les nouveau-nés. Et comment établit-on le diagnostic? Comment pose-t-on le diagnostic du paludisme? Alors, le diagnostic du paludisme se fait à deux situations. On dit il y a d'abord les signes cliniques et les signes paracliniques, comme Dr Zungrana l'a dit. Le diagnostic clinique, bien sûr, passe par les signes de présomption, c'est-à-dire les signes subjectifs qui sont les plaintes du malade, la fièvre, les céphalées, ce que Dr Zungrana a dit. Mais aussi, l'examen physique peut permettre de retrouver certains signes qui orientent vers le palud, notamment une hépatomégalie et autres signes qui peuvent accompagner. Au niveau de la femme enceinte, les signes qu'on peut retrouver, c'est surtout les signes liés à la menace d'avortement ou menace d'accouchement, qui sont bien sûr les contractions utérines et les saignements ou les écoulements de sang. Mais pour poser le diagnostic d'un palud, c'est vraiment le diagnostic biologique. Ce diagnostic biologique passe par 3 types d'examens. La goutte épaisse qui permet d'isoler le germe et de spécifier c'est quel type de germe. Ensuite, le frottis sanguin qui permet de quantifier combien de quantités de germes se trouvent dans le sang. Mais aujourd'hui, nous avons un test rapide de diagnostic qui, grâce à la séroconversion, permet en 10-15 minutes de dire que la personne est en contact avec le plasmodium. D'accord. Docteur Guilbero, est-ce qu'aujourd'hui, avec les déplacements des populations à travers les voyages, peut-on dire que tous les pays sont touchés par le paludisme? Alors, merci madame. Quand on examine la carte de distribution donc, du paludisme, la carte mondiale de distribution du paludisme, on constate que ce sont les pays qui sont situés dans la zone tropicale et intertropicale, c'est-à-dire dans les régions chaudes que le paludisme sévit. Les régions tempérées où il fait froid, ce sont des zones exemptes donc, du paludisme. Cependant, avec le mouvement des populations, les voyages, un habitant des zones tempérées peut venir séjourner dans les pays chauds et contracter donc le parasite et de retour chez lui peut faire la maladie. De ce fait, on peut dire que le paludisme concerne tout le pays et tout le monde entier. Donc on doit conjuguer tous les efforts de façon globale pour pouvoir donc éliminer ce paludisme-là. Docteur Nombré, quels sont les meilleurs traitements à ce jour du paludisme avec les résistances à certaines molécules? Alors, avant de répondre à votre question, je voulais ajouter quand même quelque chose par rapport à l'intervention du Dr Yen. Il faut dire que le diagnostic du paludisme peut se poser au niveau communautaire aussi. C'est très important. Il y a des agents de santé à base communautaire qui peuvent poser le diagnostic du paludisme simple. Je dis bien paludisme simple. En quoi faisant? En faisant le test de diagnostic rapide. C'est un test qui est rapide, qui est simple. Au bout de 15 minutes, ils peuvent lire ça et dire que l'enfant a le palud ou n'a pas le palud. Si tel n'est pas le cas, il peut le référer au niveau de la formation sanitaire pour meilleure prise en charge. Alors, il faut dire que par rapport au meilleur traitement, l'Organisation mondiale de la santé recommande, dans le cas du paludisme simple, 5 combinaisons thérapeutiques à base de l'artémisinin. Le Burkina en a choisi 2. Le paludisme simple. Soit vous utilisez ce qu'on appelle AZAC, c'est-à-dire artesunate amodiaquine, quand vous voyez c'est AZAC, ou bien c'est artéméter lumefantrine AL. Et l'artéméter lumefantrine, il est souvent conseillé de le prendre pendant un repas gras ou un repas assez copieux pour faciliter un peu l'absorption. Ça, c'est ce qui concerne le paludisme simple. Dans le cas du paludisme grave, il y a un certain nombre de priorités, des molécules qu'il faut utiliser. Donc, comme le docteur Zungrana le disait, c'est une urgence quand même, le paludisme grave. Tout à fait. Ce qui fait qu'il faut utiliser les molécules en injection. Premièrement, il faut d'abord, c'est l'artesunate injectable. Ça, c'est ce que nous recommandons dans nos directives. Deuxièmement, vous avez l'artéméter aussi injectable. Si vous n'avez pas l'artéméter injectable, vous avez la troisième molécule qui est la quinine injectable. Donc, c'est par ordre et c'est des directives qui sont standardisées dans tout notre pays. Docteur Zungrana, quelles sont les séquelles du paludisme grave chez l'enfant? Alors, merci.
Donc les séquelles du palu grave chez l'enfant sont surtout neurologiques, c'est-à-dire les enfants qui ont surtout présenté la forme grave avec les convulsions, les comas. Donc il peut s'en suivre en fait des convulsions, des séquelles de convulsions, des enfants qui ne convulsaient pas avant et qui vont commencer à convulser toute leur vie. Il peut y avoir des déficits moteurs, des enfants qui marchaient et puis qui perdent leurs acquisitions, ou alors sensoriels comme la surdité, la mutité, ou même simplement des déficits cognitifs, des enfants qui étaient à l'école, qui étaient très brillants, et après, qui n'arrivent plus à suivre, donc, avec des échecs scolaires, etc. etc. Donc c'est surtout des conséquences neurologiques. Et chez la femme enceinte, docteur, quelles peuvent être les séquelles? Effectivement, avant les séquelles, il y a ce que le palu donne comme complication chez la femme enceinte. Il faut dire que le palu va aggraver les signes symptomatiques chez la femme enceinte. La femme enceinte, là, les signes dont le docteur Zungrana a cité là vont être aggravés. Les vomissements vont être importants, la fièvre va être importante. Ensuite, l'anémie dont elle a cité, l'anémie va être plus prononcée chez la femme enceinte. Parce que c'est une situation particulière déjà, sans le palu, même la femme manque du sang. Alors donc le palu aggrave ça. Ensuite, la femme enceinte est sujet à faire gravement le palu, donc peut en mourir. Ça, c'est une des grandes complications. Maintenant, il y a les complications du fœtus qui partent bien sûr des avortements précoces, c'est-à-dire au tout début de la grossesse, ou des avortements tardifs vers 6 mois. Mais il y a aussi les accouchements prématurés, c'est-à-dire le bébé naît avant le terme. Et en ce moment, on pourra avoir des bébés de faible poids de naissance dû à un retard de croissance intra-utérin. On en avait déjà parlé auparavant. Oui. Mais les séquelles du paludisme chez la femme enceinte. Les séquelles chez la femme enceinte vont être beaucoup plus des séquelles neurologiques, comme il a su bien le dire, comme tout adulte qui fait un neuropalu important, grave, va développer des séquelles neurologiques. Voilà, c'est ça. Docteur Nombré, nous sommes en période de haute transmission du paludisme. Quelles sont les actions clés entreprises par le Burkina pour éviter cette maladie? Il y a une question à laquelle je n'avais pas répondu par rapport aux résistances. Est-ce qu'il y a des cas de résistance qui ont été notés à ce jour? Par rapport aux molécules? Oui, je pense qu'à ce jour, nous n'avons pas écho des cas de résistance liés à ces molécules que nous utilisons, dans la mesure où la monothérapie n'est plus d'actualité. Alors, pendant la période de haute transmission, c'est-à-dire du mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, il faut dire, dans le reportage qui est passé, le professeur hier a déjà souligné quelques mesures qu'il faut prendre. Dormir, par exemple, sur moustiquaire imprimé à longue durée d'action. Je pense qu'on a fait la distribution en 2016 et elle va se répéter en 2019. Il y a aussi l'hygiène et l'assainissement. Ça, c'est très important. Il faut assainir son cadre de vie, détruire un peu les eaux usées, détruire un peu les pneus qui sont endormis derrière la maison, etc. Et il y a aussi, comme elle a dit, la protection individuelle, recommander aux mamans, aux enfants de porter un peu des habits un peu plus longs, ou mieux se vêtir, afin d'empêcher la piqûre de la femelle. Depuis 2009, l'unité de recherche clinique de Nanoro, localité située à 85 km au nord-ouest de Ouagadougou, est en train de développer un candidat vaccin dénommé RTS-S contre le paludisme chez l'enfant. Il est à la phase 3, une première dans le monde, car c'est la phase précédant la mise sur le marché du vaccin. En juillet 2015, le candidat vaccin antipaludique Mosquirix RTS-S a reçu un avis favorable européen pour la prévention du paludisme chez les enfants en Afrique subsaharienne. L'OMS a également fait des recommandations qui sont en train d'être prises en compte afin que le vaccin soit disponible dans les officines dans les 5 années à venir. Consul Koulibaly, Lazare Pouya. Implantée dans l'enceinte du centre médical avec antenne chirurgicale de Nanoro, l'unité de recherche clinique de Nanoro a vu le jour en 2009. C'est une unité spécialisée de l'Institut de recherche en sciences de la santé qui est un institut du CNRST. C'est ici que le candidat RTS-S contre le paludisme chez l'enfant est en phase d'être mis au point. Cette unité a été créée initialement pour tester le candidat vaccin RTS-S de GSK. Et après ce processus, il y a eu d'autres activités qui se sont mêlées.
Et le ministère de la Recherche, des Enseignements supérieurs de la Recherche a trouvé nécessaire de diriger cette unité aujourd'hui en une direction régionale de l'IRSS. Près de 8 ans après, beaucoup d'eau a coulé sous le pont et le candidat vaccin RTS-S est à la phase 3, c'est-à-dire la phase qui précède sa mise sur le marché. Nous avons pu tester ce vaccin sur l'ensemble des sites africains qui ont participé, parce qu'il faut savoir qu'il y a 7 pays africains qui ont pris part à l'essai clinique, dont le Burkina Faso. Nous avons pu tester le vaccin sur plus de 15 000 enfants. En ce qui concerne le Burkina, nous l'avons testé sur 1281 enfants, dont des enfants de 5 à 17 mois qui étaient les plus grands et des enfants de 6 à 12 semaines qui étaient des bébés sur lesquels nous avons testé ce vaccin. Alors, ça a été un long processus, comme je l'ai dit tantôt, parce que de la préparation jusqu'à l'obtention des résultats finaux, ça nous a pris au total 7 à 8 ans, ce qui est quand même énorme. Mais nous sommes contents, enfin, de voir que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un vaccin contre le paludisme, qu'on appelle aujourd'hui RTS-S, est très proche de l'utilisation par les individus, par les populations. Selon les chercheurs, dans le processus de développement d'un médicament ou d'un vaccin, il faut forcément passer par plusieurs phases. C'est ainsi que le candidat vaccin paludique du GSK, Mosquirix RTS donc, a reçu en juillet 2015 un avis favorable des autorités sanitaires européennes pour la prévention du paludisme chez les enfants en Afrique subsaharienne. Depuis l'instant où vous soupçonnez que votre produit a une activité sur l'homme, vous allez passer à des tests au niveau du laboratoire et sur des animaux. Et ça, c'est la phase préclinique. Et une fois que vous êtes satisfait que c'est prometteur, vous passez maintenant à différentes phases. Phase 1, 2 et 3. Donc la phase 3, c'est la phase qui précède la mise sur le marché du produit. Et il faut savoir que depuis l'histoire de l'humanité, aucun vaccin contre le paludisme n'a atteint la phase 3. Le premier vaccin, c'est le vaccin de GSK que nous testons actuellement. Le candidat vaccin RTS-S développé en partenariat avec la Malaria Vaccine Initiative du PAF et des institutions africaines dont l'IRSS au Burkina Faso est le premier au monde à atteindre cette étape cruciale dans la prévention du paludisme. D'où la prudence des chercheurs. Nous avons testé le vaccin sur les enfants. Nous les avons suivis pendant 1 an pour voir si ce vaccin protégeait les enfants, prévenait le paludisme. Alors on s'est rendu compte que par rapport aux objectifs du départ qui était de proposer à l'humanité à l'horizon 2015 un vaccin qui protégeait à au moins 50% pendant 1 an, cet objectif a été entièrement atteint et même dépassé parce que nous, le vaccin que nous avons testé, nous avons eu une protection de 57% sur 1 an. Ça veut dire beaucoup mieux que ce qu'on attendait, ce qui est très satisfaisant. Alors, mais un vaccin, lorsqu'il vous protège sur 1 an, c'est comme un médicament, ce n'est pas intéressant. Donc, on a continué à suivre les enfants. Et ce suivi nous a permis d'aller jusqu'à 4 ans. Et dans ce suivi, on s'est rendu compte que l'efficacité baissait avec le temps. Donc, on a administré une dose de rappel à partir de 18 mois. Et on s'est rendu compte qu'en administrant la dose de rappel, on pouvait maintenir cette efficacité jusqu'à 39% pendant 4 ans. Ce qui est historique parce que ça n'a jamais été démontré. Le processus de mise sur le marché d'un médicament ou d'un vaccin est souvent long et la population ne comprend pas. Somme toute, l'espoir est permis. Après la démonstration que ce vaccin pouvait protéger à plus de 50% pendant 1 an et au moins à 39% pendant 4 ans, le dossier a été soumis à l'Agence européenne du médicament, qui a donné un avis scientifique positif, qui dit que ce vaccin vaut la peine d'être vulgarisé. Mais bien entendu, ce n'est qu'une instance consultative. L'OMS est la seule structure habilitée à accompagner les politiques de santé publique dans ce monde. Et donc, le dossier après l'Agence européenne du médicament, donc après l'opinion positive de cette agence, a été soumis à l'OMS, qui a préconisé que ce vaccin soit testé à large échelle. Parce que le test que nous avons fait a concerné surtout une population assez restreinte. Je parlais tantôt de 15 000 enfants au Burkina, 1280 enfants. Ce n'est pas une population qui est suffisante pour tester l'efficacité sur la mortalité. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Combien de décès nous pouvons éviter avec ce vaccin. Et donc, dans le cadre de ce processus, il est préconisé qu'en 2018, ce vaccin soit testé sur environ 270 000 enfants. 270 000 enfants, ça va vous permettre vraiment de mesurer l'impact réel de ce vaccin lorsqu'il est mis dans les conditions normales de vie de nos populations. Alors, parallèlement, au Burkina, nous ne chômons pas. Parce qu'actuellement, l'équipe de l'IRSS à Oundé
dans la région du sud-ouest, est en train de combiner ce vaccin-là à une stratégie qui est déjà adoptée par le ministère de la Santé, qui est la chimioprévention saisonnière du paludisme, pour voir est-ce qu'en ajoutant ce vaccin-là à cette intervention, on ne pourrait pas rehausser le seuil de protection des enfants au-delà de ce que le vaccin propose, c'est-à-dire 57%. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a déjà évalué le premier candidat vaccin antipaludique au monde et émis des recommandations. Des recommandations qui seront mises en pratique dans une phase appelée phase pilote en 2018. La phase pilote qui est préconisée par l'OMS, comme je disais tantôt, qui va concerner 270 000 enfants en Afrique, va débuter en 2018. Et nous avons eu la chance de faire partie justement du groupe qui a révisé le protocole qui va être utilisé pour la mise en œuvre de ce grand programme. Et donc il faut attendre encore 4 à 5 ans. Je sais que c'est long, ça va nous amener à l'horizon 2024-2025. Et si les résultats de cette phase pilote à large échelle sont concluants, ça voudra dire que l'OMS va préconiser et recommander l'utilisation de ce vaccin pour nos populations. Et c'est à partir de ce moment que ce vaccin sera disponible au niveau de nos pharmacies, au niveau de nos programmes élargis de vaccination, pour que les enfants puissent enfin bénéficier de ce vaccin. En attendant 4 ou 5 ans pour avoir ce vaccin, la prévention reste de mise avec les mesures en vigueur. Docteur Nombré, quelles sont les mesures préventives de lutte contre le paludisme au Burkina? Alors, les mesures préventives de lutte contre le paludisme au Burkina sont en fonction un peu de la cible, comme je l'ai dit tantôt. D'abord, chez les enfants. Vous avez les enfants de 3 à 59 mois. Il y a ce que nous appelons la chimioprévention du paludisme saisonnier. C'est une intervention qui a été recommandée par l'OMS depuis 2012. Et nous l'avons commencé dans notre pays en 2014. Et ça touche les enfants de 3 à 59 mois. Et on a admis ces médicaments pendant les périodes de haute transmission, juin, juillet, août, septembre. Et actuellement, même, nous avons déjà fait la première campagne du 28 au 31 juillet. Deuxième, chez la femme enceinte, il y a ce que nous appelons le traitement préventif intermittent, qui consiste à donner la sulfadoxypyrimétamine à la femme enceinte à partir du 2e trimestre de la grossesse, après l'apparition des mouvements actifs du fœtus. Et donc, ça permet de protéger aussi bien la maman, mais aussi de protéger aussi le bébé. Il y a aussi la lutte anti-larvaire, qui se décompose en 3 sous-composants. Vous avez la lutte antivectorielle, mais avec 3 sous-composants. D'abord, vous avez la pulvérisation intra-domiciliaire. Vous avez aussi la distribution de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Et vous avez la lutte anti-larvaire qui tue des biolarvicides au niveau des canaux des de mar. Vous voulez ajouter quelque chose? Okay, allez-y. Surtout pour les enfants, il faut quand même... Ça dit que le mot d'ordre, vraiment, c'est de diminuer la surface de piqûres de moustiques. C'est-à-dire que les mamans doivent apprendre, en dehors de dormir sous les moustiquaires, à habiller les enfants, à éviter de les balader, par exemple, pour aller voir d'autres malades dans les hôpitaux, surtout ceux qu'on voit, ceux qui sont au bout, et vraiment couvrir les enfants à tout moment. Dès qu'on les a baignés, 16 heures, on les habille. Manches longues, pantalons, jupe, pagne, voilà. Oui, juste ajouter effectivement, comme le docteur Nombré l'a dit, chez la femme enceinte, et comme il a su bien le dire, aujourd'hui, effectivement, à partir du 10e trimestre, la femme doit prendre la SP chaque mois jusqu'à l'accouchement. Donc il faut qu'on ajoute ça. Il faut qu'on ajoute ça. La moustiquaire également constitue l'un des outils majeurs de la stratégie de lutte antivectorielle. Docteur Guilbero, est-ce que cela a un impact sur la prévalence et la morbidité liée au paludisme? Une très bonne question. Alors, plusieurs études partout au niveau donc, des pays endémiques du paludisme. Il y a eu donc des études qui ont essayé de démontrer l'efficacité de ces moustiquaires-là donc dans la protection contre le paludisme. Et il est ressorti donc de tous ces environ une vingtaine ou quarantaine d'études que les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, utilisés de façon judicieuse, peut réduire de 50% la morbidité donc du paludisme. Au niveau donc du Burkina Faso, nous sommes à la 3e distribution donc de masse, si je ne me trompe pas. Mais selon les statistiques, comme Dr Nombré vient de le dire, il y a une augmentation
d'année en année le nombre de cas de paludisme et ça a même suscité au niveau donc du Centre national de recherche et de formation sur le paludisme une idée de chercher à comprendre pourquoi. Cela donc a fait l'objet des protocoles de recherche qui a reçu donc des financements donc, de l'Angleterre. Et actuellement, l'étude est en train de se dérouler donc, dans les régions de Cascade, précisément donc, dans le district de Banfora, pour comprendre. Et cette étude prend en compte tous les compartiments de la transmission du paludisme, notamment le vecteur, l'homme et le parasite. Déjà, les résultats, puisque nous sommes à la 2e année, les résultats préliminaires que nous avons du point de vue entomologique, c'est-à-dire concernant donc, le moustique, on a remarqué qu'il y a une tendance, une forte tendance des moustiques à piquer l'homme dehors, alors que les moustiquaires sont censés protéger la population à l'intérieur des maisons. Donc ça soulève donc des questionnements. Nous attendons donc les conclusions de cette étude-là pour pouvoir analyser tous ces paramètres-là afin de reverser au programme les facteurs qui peuvent donc miner l'utilisation de ces moustiquaires-là dans la protection contre le paludisme au Burkina Faso. Découvrons à présent les questions des téléspectateurs avec Viviane Tiendrebego. Monsieur Nyampa Karim nous a appelé de Gawa. Il aimerait savoir pourquoi le ministère de la Santé ne pulvérise plus les zones à risque comme les bas-fonds pour tuer les moustiques et limiter ainsi la propagation du paludisme. Monsieur Dieudonné Birba a appelé de Tanguin. Il a constaté qu'il y a des gens qui ne font jamais le palu. Pourquoi? Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? On lui a dit aussi que ceux qui habitent en hauteur sont protégés des moustiques. Ça veut dire que leurs maisons, ceux qui sont genre au premier niveau, dans des étages, 2e ou 3e niveau, il n'y a pas beaucoup de moustiques dans leur maison. Donc, il aimerait qu'on lui dise à quelle hauteur les moustiques volent pour pouvoir se protéger des moustiques. Monsieur Boubacar Zongo a appelé de Ouagadougou. Sa question s'adresse aux chercheurs. Il y a 2 ans et tout récemment, il y a moins de 4 mois, des équipes sont passées dans son quartier à Ouagadougou faire des prélèvements aux enfants de moins de 5 ans pour, leur a-t-on dit à l'époque, faire des examens. Mais jusqu'à présent, on ne leur a rien dit par rapport aux résultats de cette recherche-là. Qu'est-ce que vous dites? Quelle est l'attitude qu'il faut souvent avoir vis-à-vis de ces personnes-là? Et si c'est le ministère qui les a vraiment envoyés, quels sont les résultats? Monsieur Rasmane Dera de Ouagadougou a entendu parler du vaccin contre le paludisme et il demande à quand des campagnes massives de vaccination contre le paludisme. Son autre préoccupation est relative au prix élevé des produits Artemether et Lumefantrine. Qu'est-ce qui peut être fait? Il insiste vraiment sur ce qui peut être fait pour baisser les coûts des traitements. Monsieur Bourema Yabao suit Santé Mag à Wayugia. Sa première question c'est: est-ce que le produit utilisé pour la prévention du palu que l'on administre aux femmes enceintes peut être administré aux hommes et à toutes les autres personnes qui ne sont pas enceintes? Il a constaté également que on donne des produits aux enfants de moins de 5 ans pour les protéger du palu. Pourquoi est-ce qu'on ne généralise pas cette chimio-prévention saisonnière-là à toute la population? Monsieur Yacouba Soré de Bobo Djoulasso a une requête. Il aimerait que Santé Mag soit traduite en langue nationale, Mouré, Djoula, Fulfulde, pour permettre au plus grand nombre de profiter de ce qui est dit dans l'émission. Et on lui a dit que la viande grillée pimentée guérit du paludisme. Est-ce que les chercheurs et les professionnels qui sont sur ce plateau-là peuvent orienter les recherches dans ce sens et puis éclairer sa lanterne surtout?
Il suggère aux responsables du ministère de la Santé de créer des groupes de parole qui pourraient permettre aux populations d'échanger avec les professionnels sur des questions de santé. Monsieur Tounsida Ilboudo est à Nagrin, il est professionnel de la santé. Et selon son constat, les enfants refusent de prendre les comprimés et les sirops. Ce qui fait que quand les parents arrivent, ils ont souvent fait le tour dans 2 ou 3 CSPS et ils demandent qu'on fasse des perfusions à leurs enfants pour les soigner. Et il semble que cela est interdit tant que ce n'est pas nécessaire. Est-ce que, à votre niveau, vous ne pouvez pas revoir pour qu'on accepte, on fasse automatiquement la perfusion aux enfants qui refusent de prendre les comprimés et les sirops? Madame Salimata Ouedraogo suit l'émission à Wayugia. Lors de sa dernière grossesse, elle a souffert d'un palu grave. Et sa question, est-ce que l'enfant peut être contaminé? Et elle a remarqué que depuis la fin de sa grossesse, depuis son accouchement, donc, elle a des vertiges chaque fois qu'elle a le paludisme. Comment remédier à cette situation? Et son inquiétude, c'est est-ce que son enfant peut hériter de ces vertiges quand il va faire le palu ou est-ce qu'il aura le palu de manière chronique? Monsieur Timothée Ouba a appelé de Yako. Il apprécie la reprise de l'émission. Et il nous dit qu'il était un paludéen chronique. Mais lors d'un séjour au Nigeria en 2009, on l'a soigné et jusqu'en 2015, il n'a pas fait de crise de palu. Mais il a recommencé depuis 2016 à souffrir du paludisme et il aimerait savoir si en fait le palu, c'est une maladie incurable. Est-ce qu'on peut ranger le palu dans la catégorie des maladies incurables? Et on lui a dit que le paludisme peut se transmettre de la mère à l'enfant. Et sa question, est-ce qu'on ne peut pas faire comme dans le cas du VIH pour prévenir la transmission de la mère à l'enfant en administrant des produits au nouveau-né dès sa naissance? Monsieur Augustin Bamouni est infirmier dans le Sahel. Dans sa zone, il y a souvent des ruptures d'artéméther lumefantrine, notamment les boîtes de 12 et de 6. Quelle attitude il vous demande à vous qui êtes sur ce plateau, quelle attitude il faut tenir, surtout dans la chimioprévention du paludisme? Et lui, il constate qu'au Sahel, surtout dans la région de Oursi, les distances sont longues pour avoir accès aux soins de santé et il lit ces distances-là. Il lie la forte mortalité qui est liée au paludisme à ces longues distances. Et donc, son plaidoyer, c'est que les pouvoirs publics construisent davantage de CSPS dans la zone. C'est tout pour la première série de questions des téléspectateurs. Première question des téléspectateurs avec Dr Nombré. Pourquoi le ministère ne pulvérise plus les zones à risque comme le long des bas-fonds? Bon, je pourrais répondre la plus simplement possible. Je pense que il faut dire que si le ministère n'arrive pas à pulvériser les bas-fonds, peut-être ce serait dû au fait que c'est le coût assez excessif. Je n'ai pas les montants devant moi, mais je pense que l'une des grosses raisons... Je pense qu'avant, on faisait ces campagnes de pulvérisation. Oui, mais je pense que c'est assez excessif quand même. Et je crois que c'est l'occasion aussi pour nous de dire qu'il faut mettre à contribution un peu les collectivités territoriales pour pouvoir nous aider à pouvoir relancer encore cette activité-là. Voilà. Allez-y. Oui, je voudrais un peu compléter Monsieur Dr Nombré par rapport à cette question. Il faut dire que, je crois, en 2010-2011, il y a eu une phase pilote donc, de pulvérisation des gîtes larvaires dans la ville de Ouagadougou, avec le concours donc, de l'UEMOA. Et comme il vient de le dire, c'est vraiment une intervention très coûteuse. Je pense qu'à l'époque, si j'ai bonne mémoire, c'était un budget de 1,5 milliard qui avait été dégagé par l'UEMOA pour pouvoir donc acheter les biolarvicides et aussi le matériel de pulvérisation en phase pilote. Après ça, il était question de voir si
le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme, pourrait s'approprier. Effectivement, on a discuté de la faisabilité, mais quand on évaluait les coûts, c'était vraiment très excessif et bon, il fallait prioriser donc les interventions. Ce téléspectateur a constaté qu'il y a des gens qui ne font jamais le palu. Pourquoi? Docteur, il prendre la question. Oui, il n'y a pas de problème. Effectivement, il faut savoir que l'individu humain a des degrés de résistance aux maladies. Ça, parfois, c'est naturel, je dirais, c'est génétique. Alors donc, il y a certaines personnes qui ont des résistances naturelles à certaines maladies comme le palu, qui peuvent leur permettre de résister plus longtemps. Ça ne veut pas dire que le germe ne rentre pas dans leur corps. Le germe est dans leur corps, mais l'organisme arrive à le gérer, à éviter à ce qu'il se multiplie plus ou bien à faire la maladie. Allez-y, docteur Zomrana. Alors, il faut savoir aussi qu'en dehors du fait qu'il y en a qui ont des immunités déjà assez fortes, dans l'évolution même de la maladie du palu, il faut savoir que chaque individu a une prémunition qui se forme au fur et à mesure du temps qu'il vit dans les zones impaludées. Donc, nous tous sur le plateau là, plus tôt on en fait beaucoup plus de palud et les maladies vont s'espacer au fur et à mesure parce que de plus en plus on fait des anticorps. Voilà. Il y a d'autres, malheureusement, des organismes un peu tarés dont on parle, enfin je veux dire tarés, maladies, parce que comme les drépanocytaires, où on constate aussi qu'ils font quand même plus rarement le palu que les autres parce que, bon, du fait que leurs globules rouges sont déjà à problème et donc le plasmodium ne peut pas forcément y vivre. Voilà. D'accord. Docteur Guilbego, est-ce qu'on lui dit que ceux qui habitent en hauteur sont protégés des moustiques? À quelle hauteur les moustiques peuvent voler? À quelle hauteur? Vraiment, c'est une question très intéressante. Ce que je peux dire, au niveau donc, de la recherche, on a remarqué qu'à plus de 1000 mètres d'altitude, le moustique n'arrive pas donc, à habiter. Et donc, ça fait que bon, ceux qui sont déjà en hauteur, comme dans les montagnes, les altitudes, c'est donc les cas de paludisme diminuent. Mais dire exactement sur ce plateau à quelle hauteur, donc il faut situer sa maison ou son domicile pour éviter les piqûres, il sera donc très difficile. Mais ce qui est sur plus, on va en hauteur, les moustiques n'arrivent pas donc à voler à ces altitudes-là. Docteur Nombré, ce téléspectateur dit qu'il y a 2 ans, des équipes sont passées faire des prélèvements à des enfants pour faire des examens. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de retour. Est-ce que le programme est au courant? À notre connaissance, pas le programme bon, reste à savoir que est-ce que c'est dans le cadre de la lutte contre le palu. Il faut situer un peu, il faut contextualiser un peu comment ça s'est passé. Parce que comme ça dit, bon, il y a des éléments qui manquent pour que nous amenons des réponses assez plus probantes. Parce que je crois savoir qu'il a dit qu'il y a des prélèvements qui sont faits chez les enfants de moins de 5 ans, les examens sont faits. On voudrait bien savoir est-ce que c'est dans le cas du palu, est-ce que c'est une étude. Ils auraient dû demander, poser des questions pour savoir dans quel comme ça, contexte. Bon, à première vue, c'est un peu difficile de répondre de façon un peu plus solidaire, quoi. Je voudrais, rebondir sur cette question pour dire que pour ce qui est des centres de recherche, lorsque nous devons mener donc des investigations, on soumet un protocole donc au comité d'éthique, un comité national. Et au niveau de ce comité, on nous demande donc de fournir ce qu'on appelle des consentements. Donc si c'est une recherche donc commanditée par le ministère de la Santé, théoriquement, le prélèvement ne peut se faire que sur la base de consentement. Et au niveau de ces consentements-là, il y a des références. On explique donc aux intéressés, aux patients, le but, l'objet donc de la recherche avant donc le prélèvement. Si ça n'a pas été fait, bon, vraiment comme le docteur Nombré dit, on ne sait pas vraiment dans quel cadre. On n'a pas vraiment d'éléments d'appréciation. Docteur Nombré, on parle du coût relativement élevé des produits contre le palu, l'artéméter plus le luméfantrine. Qu'est-ce qui peut être fait pour baisser le coût des traitements? Je pense que déjà, c'est des coûts qui sont assez subventionnés. Et dans le cas de la gratuité, chez les enfants de moins de 5 ans,
comme on l'a bien dit là, ce sont des cours qui sont totalement gratuits. Je voulais rebondir par rapport à l'autre question du collègue du Sahel qui disait qu'il y a une rupture de AL au niveau de ce qui concerne dans le cas de la CPS. Il faut dire que on sommes dans un processus de retrait progressif un peu de l'ASA. Je l'avais dit, il y avait 2 molécules dans le cas du paludisme simple. Et on constate que la plupart des agents de santé doublent un peu les doses, n'est-ce pas, de AL là. Ce qui fait qu'il y a une rupture de façon générale un AL de 12 qui est constaté sur le terrain. Alors, par rapport à la création des groupes de parole, je vais revenir à un certain nombre de questions qui interpellent un peu le ministère de la Santé. Je pense que c'est une très bonne doléance, on félicite ce téléspectateur-là. Mais quand vous prenez certaines au niveau des formations sanitaires, au niveau des CSP, vous constatez même de façon qu'il y a des groupes de parole qui se font, mais pas de la même manière. Quand vous prenez les CPN, il y a quelqu'un qui regroupe par exemple les femmes, qui donne certains conseils, qui peut échanger sur le paludisme, sur les dangers, c'est un thème bien précis par rapport au paludisme. Mais il y a la société civile qui nous appuie en faisant aussi un certain nombre d'activités de sensibilisation auprès des populations. Il y a cette question également par rapport au vaccin. Je pense que le reportage a bien dit le vaccin ne sera disponible que d'ici 4 à 5 ans. Je pense que le téléspectateur a la réponse à sa question. Donc, tant que cela ne sera pas effectif, il n'y aura pas de grande campagne massive de vaccination contre le paludisme, puisque le vaccin n'est pas encore disponible. Est-ce que le produit utilisé pour la prévention du paludisme qu'on administre aux femmes enceintes peut être utilisé pour des hommes? Docteur Yen. Effectivement, il faut savoir que c'est la politique du ministère de la Santé, c'est de protéger les groupes vulnérables. Le paludisme atteint tout le monde, mais il y a des gens qui réagissent faiblement par rapport au paludisme et qui en meurent beaucoup. C'est ce groupe-là que le ministère utilise. Sinon, la SP, si un homme le prend, il va bien sûr le protéger comme le paludisme, au même titre qu'une femme enceinte. Mais la politique du ministère privilégie ces groupes-là, et c'est pourquoi on demande à ce que ce soit ce groupe-là qui soit utilisé. Mais pourquoi on ne généralise pas la chimioprévention saisonnière à toute la population? Docteur Nombré. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Nous avons opté. C'est un choix politique. Nous avons opté d'abord pour les enfants de 3 à 5 ans. Dans certains pays, si vous prenez certains pays comme le Sénégal, ils sont au-delà de 5 ans, 10 ans. Et je pense que ce n'est pas mauvais si un enfant de plus de 5 ans puisse le prendre. Pour nous, c'est un choix que nous avons opté en fonction des priorités du ministère. Nous avons axé, n'est-ce pas, cette stratégie-là, comme je l'ai dit, depuis 2014, sur les enfants de moins de 5 ans, c'est-à-dire de 3 donc, à 59 mois. Est-ce que la viande grillée pimentée guérit du paludisme? Docteur Zongrana. Alors ça, c'est une très bonne question. Pimentée. Franchement, je n'ai pas du tout la réponse à cette question. Je n'ai pas eu vent d'études, en tout cas, sur le sujet. Bon, est-ce que c'est une... Peut-être que c'est un constat. La personne a constaté que ça avait un impact sur le paludisme. D'accord. Ok, docteur Nombré, est-ce qu'il y a ce professionnel de la santé qui a constaté que beaucoup d'enfants refusent les comprimés et les sirops? Est-ce que son plaidoyer c'est accéder aux requêtes des parents qui demandent l'administration de perfusion? C'est un couteau à double tranchant. Je pense que la perfusion, à moins que les cliniciens me le contredisent, est beaucoup indiquée dans les cas d'urgence. Et je dis, il y a 2 cas de paludisme. Paludisme simple, c'est la voie orale. Ça, c'est clair. Le paludisme grave, c'est la perfusion. Mais un enfant qui a un paludisme simple, je ne vois pas quelqu'un qui a une masse musculaire assez réduite. Pourquoi est-ce qu'on va lui donner une perfusion? C'est des risques. Je pense que si l'enfant peut prendre, je pense que la voie orale est indiquée, surtout dans les cas de paludisme simple. La voie veineuse, la perfusion est exclusivement réservée lorsqu'il y a des cas de paludisme grave. Allez-y, docteur Zongrana. Bon, là, il parle d'enfants qui refusent de prendre les sirops et les comprimés. Sinon, dans l'exposé avant, il y avait donc les signes de danger où l'enfant vomit tout ce qu'il prend. Ça, on est dans le cadre du paludisme grave et c'est traité à l'hôpital par la voie injectable. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut quand même protéger nos médicaments. Il ne faut pas les donner à tout va, à tout type de maladie. Et du coup, on va se retrouver encore avec les résistances. Il faudra encore rechercher d'autres molécules. Voilà. D'accord. Docteur Yen, cette femme a souffert du paludisme pendant sa grossesse, c'est un paludisme grave.
La personne demande, est-ce que depuis son accouchement, chaque fois qu'elle souffre de palu, elle fait des vertiges, est-ce que son enfant aussi va développer ce type de palu, accompagné de vertiges? Bon, pas forcément, parce que, bon, comme on a dit, les séquelles du palu chez la femme enceinte, c'est neurologique. Donc, elle en a eu un palu grave qui a vraiment touché son cerveau et qui entraîne. Elle demande même si l'enfant est contaminé. Est-ce qu'avant l'accouchement ou après l'accouchement, il y a une possibilité. Je ne peux pas être sûr, mais la transmission du palu à l'enfant à travers le placenta existe. L'enfant peut avoir été touché, mais peut-être pas à la même gravité que la maman. Voilà. Et je pense que si l'enfant est né normal avec un développement qui est bien, ce n'est plus son palu à elle là qui va entraîner d'autres complications chez l'enfant. Mais peut-être dans les années à venir, si cet enfant fait un palu grave aussi, peut développer ses séquelles. D'accord. Ce téléspectateur, après un séjour au Nigeria en 2009, a été soigné d'un paludisme. Jusqu'en 2015, il n'en a plus souffert. Il a recommencé depuis 2016 à souffrir de la maladie. Est-ce qu'on peut dire que le palu est incurable? Docteur Zungrana. Quand on parle de maladie incurable, ça veut dire que c'est une maladie dont on ne peut pas guérir, on ne peut pas soigner, il n'y a pas de médicaments. Alors que là, on n'est pas dans ce cadre-là. Il est peut-être une personne avec une immunité qui n'a pas encore bien acquise, une prémunition pas bien acquise pour son palu, mais sinon, on ne peut pas dire que c'est une maladie incurable, quoi. La personne demande, est-ce qu'on peut, comme le VIH-Sida, est-ce qu'on peut administrer des produits au bébé à la naissance? Alors, il faut savoir que dans le cas de la transmission, donc quand la maman a le palu, excusez-moi, la maman a le palu et qu'elle transmet donc le palu à son bébé, c'est une transmission de parasites, c'est pas par le sang, donc ça passe par le placenta et c'est visible quand même à l'accouchement. Donc quand les femmes accouchent, on vérifie la face interne du placenta et ça se voit. Si effectivement on a des doutes sur le passage du plasmodium de la mère à l'enfant, on peut traiter l'enfant s'il a des signes. Bon, il faut savoir qu'un médicament n'est pas forcément... Il n'y a pas d'innocuité, il y a quand même des effets secondaires. Donc voilà, il faut peser le pour et le contre. Et comme je disais tantôt aussi, il faut permettre aussi à chaque individu d'avoir sa prémunition naturelle contre les maladies. Et le bébé est quand même protégé, on va dire, le nouveau-né est quand même protégé par les anticorps de la maman. D'accord. Docteur Nombré, ça c'est un plaidoyer pour la construction d'autres CSPS, parce que les téléspectateurs pensent que c'est au Sahel, précisément aussi les distances longues pour avoir accès aux soins sont la cause de la forte mortalité. Oui, je pense que moi-même j'ai fait le Sahel aussi, j'ai fait le Sahel en 2000, il n'a pas totalement tort parce que les villages, les maisons sont très distantes comme dans la région de l'Est. Et je crois que bon, par rapport à la construction de ces espèces, je pense que le gouvernement et notre ministère prendra toutes les dispositions utiles pour pouvoir réduire un peu l'accessibilité géographique des patients au service de santé. D'accord. Qu'est-ce qui explique la présence notoire du palu dans les pays tropicaux que dans les pays tempérés? Docteur Guilbego. C'est très simple, hein? Quand on observe donc le climat dans les pays tropicaux, il pleut beaucoup, la température autour de 27-30 degrés. Ce sont donc des températures idéales pour le développement du vecteur, mais aussi pour la croissance donc, du parasite. Donc les deux ensemble, il est clair que cette zone-là sera une zone d'endémique pour le paludisme. Est-ce qu'on peut vivre éternellement avec le paludisme? Peut-on tuer le germe du palu dans le corps d'un individu? Oui, docteur Zungrana. Alors, bon, c'est vrai que ça faisait partie des formes, il y avait des formes avec reviviscence, avant on en parlait, c'est-à-dire des individus qui sont contaminés par le plasmodium. Et comme le docteur Guilbego avait dit, vous avez donné les cycles donc, de la multiplication du parasite dans le sang. Il y a une première phase où donc, le moustique va aller se nicher au niveau du foie. Et c'est quand le parasite, pardon, va se mettre donc au niveau du foie. Et de là, il passe dans le sang, il fera donc ces symptômes de palu. Mais il y a certains individus qui gardent ces parasites-là dans le foie et qui peuvent faire effectivement des accès de réviviscence. Peut-être que c'est dans ce cadre-là. Oui. Okay. Ce téléspectateur veut savoir ce que les populations utilisent
les mosquitos, est-ce qu'il y a des risques d'utilisation pour la santé? Est-ce qu'il y a un impact sur la santé? Docteur Guilbego. C'est une très bonne question, parce que même au niveau de nous, les chercheurs, on se pose la question, parce que ces produits rentrent donc dans notre pays, et à ma connaissance, ils ne sont pas donc testés par nos centres de recherche pour savoir donc l'efficacité et même l'innocuité. C'est vrai que de façon empirique, quand on observe donc, il y a certaines spirales. Lorsqu'on les allume, ça tue effectivement les moustiques. Mais est-ce que c'est toutes ces spirales, parce qu'il y a plusieurs marques sur le marché, est-ce que ces marques-là réellement sont des insecticides homologués, agréés donc par nos instances pour être commercialisés donc au Burkina Faso? Bon, là reste la question. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est efficace contre les moustiques? Comme on ne l'a pas testé, comme je l'ai dit, mais ça fait longtemps que les populations utilisent ces mosquitos pour se protéger. Moi, je pense que c'est ça. Est-ce que ça a un impact? Je pense que vous devrez vous y intéresser, parce que c'est très important. Oui, c'est des sujets de recherche donc, qui peuvent donc, être implémentés donc, dans les différents centres de recherche pour comprendre. Et parce que, bon, ça dit, le danger, c'est que ces produits-là, comme parfois, si ça contient des substances comme peut-être cancérigènes, ça dit, on observe ça plus tard. Il y a un intérêt pas instantané. Des études. Et donc, bon, on ne peut pas d'origine dire que c'est mauvais ou c'est bon. Mais je pense qu'il faut mener donc des investigations. Parce que quand on regarde, ceux qui commercialisent ces produits-là, ce n'est pas des praticiens. Alors qu'on peut considérer ça comme quand même un produit donc, pharmaceutique. Et il faut donc essayer donc de mettre une certaine réglementation à la matière pour protéger donc nos populations. Ok, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Deux petites questions rapidement. Docteur Yen, pourquoi la campagne pour la CPS, on ne donne pas de comprimés aux adultes? Rapidement, je disais qu'il est aussi efficace quand un adulte le prend. Si un adulte prend, ça marche comme la femme enceinte. Seulement, c'est des priorités du ministère, du gouvernement de cibler des groupes vulnérables. Voilà, la femme enceinte. Dernière question, est-ce que le traitement à la quinine peut amener l'enfant à être anémié? Docteur Zungrana. Alors, non, parce que le traitement à la quinine, pour le traitement, il est utilisé uniquement dans le cas du paludisme grave. Donc, dans l'anémie, fait partie des signes de gravité. Sinon, la quinine en elle-même n'amène pas du tout l'anémie. Pas du tout. Ok. Donc, nous allons demander à Dr Nombré de dire le mot de la fin avant qu'on conclue cette émission rapidement. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci à tous les collègues qui sont là. Merci donc à nos autorités de nous avoir donné l'occasion de pouvoir discuter un peu des paludismes. On espère qu'on a été à la hauteur. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine des séances. D'accord. Chers téléspectateurs, c'est donc la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à bientôt pour un autre numéro de Santé Mag. Bonsoir.